Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouveau Mercato Live du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Apreux et Signaux. Salut mon copain. Salut mon copain. Bon, t'es chaud pour parler Mercato, mais un Mercato un petit peu axé sur un club quand même. Ouais, je suis chaud. Quand on va faire la liste des sujets, c'est vrai qu'il y a un dénominateur commun, c'est un peu le même club. Mais il faut dire que ces dernières 24-48 heures, ce club-là a été très actif. On est d'accord? Un petit peu, ouais. Un petit peu. Je pense qu'on peut se le dire. Donc, on a plusieurs sujets mercato concernant l'Olympique de Marseille. Donc, on va passer ça en revue pour un mercato live vraiment 100% OM. Voilà. Donc, je te propose le premier sujet de ce Mercato Live, c'est Benjamin Pavard à l'Olympique de Marseille. Et on pose la question, est-ce que c'est une belle opération sportive ou un gros coup de com'? Qu'est-ce que t'en penses, toi, spontanément? Moi, spontanément, j'ai envie de dire que c'est un coup de com'. Dans le sens, coup de com', c'est même pas com', c'est plus marketing. C'est-à-dire, en gros, on perd Rabiot. Ouais. Du coup, on perd un mec qui rayonne à international français. Ouais. Donc, on a besoin d'un nom. C'est un nom avant d'être un super footballeur qui a fait une super saison. Rabiot, il a fait une super saison. Voilà, on va pas parler du cas là maintenant, mais en tout cas, Pavard, ça sonne un peu. Oh, on n'a plus de mec qui est connu internationalement et qui est surtout connu des Français, on va dire. Ouais. Et donc, bam, on le remplace par Pavard. Voilà comment je le ressens. Ouais, c'est ça, spontanément, quand t'entends Pavard qui arrive, tu penses, ok, on prend un peu une tête de gondole pour une autre tête de gondole, en fait. Et, ok. Donc, d'ailleurs, je pense que c'est le salaire libéré de Rabiot qui fait qu'on fait Pavard. Hein. Si Rabiot signe pas, on fait pas Pavard. Hein. Je pense que les deux sont liés. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que si t'as pas le départ de Rabiot, je pense que l'opération Pavard, elle est difficilement réalisable. On n'a pas les infos parce que c'est 24 heures après la communication d'infos, donc on n'a pas toutes les infos. Non, mais comment c'était annoncé aussi par les journalistes, c'était annoncé en mode et la surprise, tu vois. Et ça faisait un peu ça. Donc toi, en tant que supporter marseillais, tu te dis bon, ok, c'est un joli nom, mais on va attendre de voir un petit peu sportivement ce que ça donne, si je comprends bien. Moi, je pense que c'est avant tout. En fait, c'est pas incompatible. La réponse numéro 1, c'est que c'est un coup marketing, un coup de com, et ça veut pas dire que il va pas être bon. Non, bien sûr. Après, t'as compris, et puis ceux qui suivent ces débats et qui nous suivent sur la chaîne, vous avez bien compris. L'idée, c'est de voir un petit peu si dans ce transfert, on retient plus l'un que l'autre. Maintenant, l'un n'empêche pas l'autre. Il y a aussi un petit peu de vérité peut-être dans le coup de com' et dans la belle opération sportive. Moi, j'ai plutôt envie, tu vois, spontanément, à la différence de toi, j'ai plutôt tendance à retenir direct le belle opération sportive parce que sportivement, je pense que Benjamin Pavard, il va apporter un plus. Donc oui, je suis pas naïf et je vais dans ton sens. Je pense qu'il y a aussi un coup de com' qui est fait de la part des dirigeants, mais dans la balance, j'ai plus envie de retenir on va dire la plus-value sportive d'un Benjamin Pavard plutôt que en gros on essaie de faire passer la pilule Rabiot avec Pavard. C'est plutôt comme ça que je le vois. Ouais, mais si tu regardes, il faut analyser vraiment. Parce que on va parler de. Excuse-moi, hein, là j'ai des moustiques qui viennent. Ah, si t'es en tape avec les moustiques, attention. Voilà. Et donc j'ai fait un raw Rabiot là. Qu'est-ce que tu veux dire? Donc ouais, si tu veux, en fait, il faut réfléchir quand je parle de coup marketing, c'est est-ce qu'on en a vraiment besoin de Pavard? Dans le sens où apparemment, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, il vient pas pour jouer à droite. Parce qu'il veut pas jouer à droite. Donc, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? En tout cas, s'il vient pas pour jouer à droite, tu vois bien que c'est pas un défenseur central dont tu as besoin. Puisque tu viens de recruter Aguerd, que tu as Medina, que tu as Balerdi, et que normalement, tu joues avec deux. Donc, en gros, si tu fais Pavard, c'est bien que avant tout, tu privilégies le marketing et l'aspect calmer les supporters et les contenter que le sportif. Ok, non, ça se tient parce que tu as raison. À partir du moment où tu fais le sacrifice, on vient de le préciser, sur le salaire et donc sur son arrivée,
il faut que ça soit normalement un joueur dans un secteur où tu as besoin, un poste où tu as besoin. Et t'as raison, si tu prends, sans spoiler notre prochain débat, si tu prends un Naïef Aguerd, forcément, tu as Balerdi, tu as Medina, t'as 3 titulaires en puissance, donc Pavard vient de rajouter. Oui, j'ai pas précisé Sedji et Gadraïdé. On aura l'occasion peut-être d'en parler tout à l'heure dans la partie mercato globale, mais bon, je le compte pas réellement, on va dire, dans la rotation des titulaires. Ouais. Tu vois. Donc oui, t'as raison. Si c'est pas un coup de marketing, est-ce que tu vas vraiment Pavard, sachant que tu as déjà 3 centraux qui peuvent prétendre pour être titulaires? T'as raison. Et la question que tu soulèves sur son positionnement, voilà, on en a parlé en off, toi et moi. Oui, quand il est arrivé à l'Inter, il est parti du Bayern parce qu'il ne voulait plus jouer à ce poste-là. L'Inter lui garantissait ce poste de titulaire dans une défense à 3, donc de défenseur central dans une défense à 3, et plus ce poste de latéral. Il a fait des pieds et des mains pour nous expliquer qu'il ne voulait plus jouer à ce poste-là. Il l'a même fait comprendre à Didier Deschamps que s'il l'appelait, il l'appelait pour jouer dans l'axe. Et la preuve. Donc voilà. Et juste, Deschamps l'a pris là pour pallier le forfait de Saliba, mais donc en tant que central, pas en tant que latéral. Donc tout le monde maintenant s'est entendu pour dire que Pavard, c'est un latéral. D'ailleurs, parlons de ça. C'est plus un latéral, pardon. C'est plus un latéral. Il n'était pas dans la liste si Saliba se blesse pas. Donc ça veut dire qu'il a quand même. Il y a quand même une question sur son niveau. Il est quand même, ou alors il y a des meilleurs joueurs, mais c'est quand même plus un titulaire en équipe de France, voire il est carrément plus appelé. Donc, t'as raison de poser cette question-là. En fait, vu qu'il a maintenant affiché clairement qu'il voulait jouer à ce poste-là, oui, tu l'as dit, il y a des joueurs qui sont meilleurs, qui ont de meilleures références à ce poste-là en équipe de France. Donc oui, il va pas être appelé pour ça. Maintenant, lui, en jouant en club, à maintenant 30 ans, je vais passer ses stats. C'est un mec qui a fait l'année dernière 38 matchs, qui a joué 2670 minutes et qui a été 32 fois titulaire. Donc c'est quand même un gars qui, sur la saison qui vient de passer, bon, on en a parlé sur la chaîne, l'Inter a fait finale de Ligue des Champions et 2e de Serie A. Donc ok, on peut retenir le 5-0, mais l'Inter a été compétitive l'année dernière. Il sort à 2-0 lui, je crois. Et lui sort à la 53e. Donc je sais plus à ce moment-là. Voilà, il y avait 2-0, je te fais confiance sur ce match-là. Non, mais après, la question, c'est quoi? C'est que déjà, bon, moi, la mentalité, c'est encore notre débat, mais le côté, je vais pas en équipe de France, si en gros, on m'appelle pas, c'est pour jouer à droite, c'est un peu boulard, parce que tu devrais être content d'être chez les Bleus, quoi qu'il arrive. Pourquoi tu souris? C'est vrai. Je souris parce qu'on en a parlé aussi en off, mais c'est intéressant. C'est est-ce qu'à partir d'un certain âge et un certain statut que tu as pu avoir. Mais quel statut? Champion du monde, Ligue des Champions avec le Bayern, finale avec l'Inter, tu arrives à l'OM. Mais en centrale, avec avec tes propres conditions. Non, mais en fait, en gros, si c'était un monstre en centrale et qui disait ça, il n'y aurait même pas de débat. Deschamps, il l'appellerait. Ça veut dire que Deschamps, il l'appelle pas parce que s'il n'y a pas blessure et que l'autre, il lui dit tu m'appelles plus à droite, l'autre, il l'appelle pas. Donc, ça veut dire que le mec, il préfère ne pas jouer à droite que tu vois, et pas jouer du tout. Enfin, que jouer. Tu captes ce que je veux dire? Je capte. Là où je pouvais faire un parallèle, c'est celui de Lilian Thuram, qui à un moment donné a demandé, lui, de la même manière, quasiment à cet âge-là, de devenir en centrale et de plus jouer à droite. Maintenant, il était titulaire. Et on parle de Lilian Thuram, donc peut-être quelqu'un de plus charismatique qui pouvait plus se le permettre. Maintenant, sur le papier, sur un gars qui vient de faire finale de Ligue des Champions avec l'Inter et qui sort de plusieurs années au Bayern et l'Inter, quand tu arrives à l'OM, honnêtement, c'est pas un manque de respect à l'OM, mais tu arrives aussi avec peut-être tes propres conditions. Et ces propres conditions, je sais pas, on l'a pas encore. On va tout ça, on va le savoir. Après, je veux dire, paraphraser notre ami Ceballos, j'ai l'impression que c'est un peu une régression pour lui, l'OM. S'il est au niveau dont tout le monde parle et qu'il n'est pas cuit, parce qu'il y en a qui disent qu'il est cuit, toi tu dis que non, s'il est au niveau dont on parle, ouais, c'est assez, pour lui, je comprends pas trop le choix de carrière. Hein. Peut-être, alors, on va terminer là-dessus. Peut-être que c'est sûrement ça. On a un gars qui est peut-être atypique dans sa manière de voir
le rapport à la compétition et à son plaisir dans le jeu. Tu vois, je parle juste là vraiment de s'épanouir sur un terrain. Là, on parle pas de gagner les meilleurs titres et tout ça. Et peut-être que il est arrivé à un stade où ce fameux poste de latéral droit, ça le fait plus kiffer. Je rigole s'il joue à droite à l'OM. Ah, mais par contre, moi, là, je vais vers toi pour vraiment terminer notre débat. Je vais vers toi. Cette mentalité-là, si on va dire, elle te ferme des portes, je pense que le calcul est pas bon. Maintenant, il a déjà remporté des titres, il a déjà 55 Après, si vraiment il est dans ce délire-là, vu qu'il signe, peut-être que c'est ça, hein, la discussion Benatia, elle est peut-être ça, c'est comme Adrien Rabiot, c'est OK, tu veux venir, genre, t'es pas une vraie star ailleurs, parce que c'est pas des vrais stars, ils peuvent pas imposer ça ailleurs, la preuve en équipe de France, il se blesse pas, il est même pas sélectionné, OK, à l'OM, tu joueras où tu veux, allez bien. Voilà, c'est peut-être ça, hein. Non, peut-être. Donc toi, si pour trancher notre débat, là, toi, tu pars plus sur le fameux coup de com'. Ouais, j'attends de voir. Plutôt sur le coup de com'. Maintenant, j'ai bien entendu, l'un n'empêche pas l'autre. Ça peut être aussi une plus-value sportive et tout ça. Mais toi, tu penches plus, comme on a dit au tout début de ce débat, vers le coup de com'. Moi, je suis content que voilà qu'il y ait un défenseur de plus. Ça, vu la saison, vu les blessures et tout, je prends. Tu prends. Bon, allez, je te propose le prochain sujet. Le prochain sujet, c'est Naïef Aguerd signe à l'Olympique de Marseille. Et là, on est un peu provoque en posant cette question-là. Est-ce que c'est le meilleur défenseur de l'effectif marseillais maintenant? Ah, j'attendais ce rire. Toi, t'y crois pas à Naïef Aguerd comme le meilleur défenseur de l'effectif? J'y crois pas, c'est que c'est. Bah, en fait, c'est dur à dire. C'est-à-dire que c'est un gars qui a flambé à un moment. Voilà. Après, à Rennes, est-ce qu'il était aussi fort que ça? Voilà. Est-ce que c'est encore pas un énième joueur de sélection? C'est le dernier en date, Unai, il m'a pas laissé des grands souvenirs. Ah, c'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Présenté comme ça, Naïef Aguerd, il n'a pas un CV hyper ronflant. Maintenant, c'est quand même pas Unai, hein, quand même. On est quand même sur un autre profil. On est quand même sur un gars déjà qui est plus âgé et qui a un peu plus de références. Je te parle pas de Beckenbauer. J'ai pas vu tous les matchs de West Ham, mais bon, après il y a un côté aussi qui me dérange, c'est dans les mercatos, c'est un peu comme quand le Genoa nous achète ou Cremonese ou qui tu veux, c'est en mode West Ham. Là, j'ai l'impression qu'ils nous ont vendu un package. Tu vois ce que je veux dire? Et genre. Pourquoi un package? Vas-y, explique. Bah parce qu'on a essayé d'avoir plein, on les a pas eu, mais au final on a que Aguerd. Mais à un moment on va dans des clubs, j'ai l'impression, et qu'on s'intéresse à 2-3 joueurs en même temps. Et qu'en c'est des histoires d'agents. Je pense que là, sans être insider, je pense que c'est des histoires d'agents, des facilités avec un tel ou un tel, et que on le sait, il peut y avoir des agents qui ont 2, 3, 4 joueurs dans le même club. Donc on a pris Palmieri, Emerson et lui, hein. C'est pour ça qu'il y a eu un espèce de package. Est-ce que derrière, il y aura un ascenseur qui sera renvoyé de la part de West Ham dans les prochains mercatos? Parce que on peut voir, c'était le cas peut-être aussi avec Pavard. Pavard, est-ce que l'Inter fait le boulot pour le libérer si c'est un autre club que l'OM? On rappelle, l'OM a pris Carboni, l'OM a pris Joaquin Correa. Voilà, c'est ça. Après, pour revenir sur ton débat, le problème, c'est que de la défense actuelle, là, des matchs qu'on a vus, vu le niveau affiché de Balerdi qui est catastrophique depuis le début de la saison, c'est pas dur d'être meilleur. Riley, le pauvre, c'est un gamin qui vient d'arriver, donc on va pas lui taper dessus. Et à gauche et à droite, bon, Murillo et Garcia, c'est le remplaçant du remplaçant. Donc forcément, j'ai envie de te dire qu'il va peut-être être parmi les meilleurs. Mais on n'a pas vu jouer Medina. Donc, ok, je suis d'accord. Maintenant, tu vois, la question, quand tu fais l'état des lieux, assez rapidement de la défense de l'OM, déjà, Aguerd, il se positionne en, allez, peut-être top 2 ou top 3, déjà juste spontanément. Attends, intrinsèquement, on va parler. Ouais. Balerdi, le niveau qu'il a affiché à certains moments, s'il redevient le Balerdi bon, pas le Balerdi mauvais, est-ce que Balerdi bon, c'est meilleur qu'Aguerd? Est-ce que Medina, c'est meilleur qu'Aguerd? Et est-ce que Pavard, c'est meilleur qu'Aguerd? Moi, j'ai pas les réponses à ces questions. Hein. Alors, moi non plus. Et de toute façon, c'est aussi pour ça qu'on essaie de
juste se la poser même pas pour rigoler, c'est pour essayer de voir, de deviner un petit peu comment va se dessiner la hiérarchie des défenseurs de l'OM. Moi, je pense qu'en fait, Aguerd va avoir un avantage pour lui, alors peut-être semblable à Pavard, c'est une plus grande expérience que Balerdi. Donc un âge plus avancé. Normalement, c'est Pavard qui est au-dessus. Pavard, alors en fait, oui, mais je pense que Aguerd, pour moi, a plus ce côté de transmission et plus ce côté papa qui rassure que Pavard. Pavard, on l'a dit tout à l'heure, c'est aussi un gars qui est un petit peu individualiste et qui est un peu dans sa carrière. C'est un peu des mecs peut-être qu'on est sur un gars qui, ok, va faire le job avec les plus jeunes, mais peut-être que dans ce côté transmission, je pense qu'un Aguerd me paraît plus à même justement de rassurer un Balerdi, parce que Balerdi, on va se dire les choses, depuis le début de saison, c'est catastrophique. Rassuré, il a 25 ans, Balerdi, maintenant. Il n'a pas 15 ans. Hein, ça... Je suis d'accord. Maintenant, les meilleurs moments de Balerdi, t'es bien placé pour le savoir, les meilleurs moments de Balerdi, c'est quand il est accompagné soit d'Mbemba ou d'un défenseur d'expérience, et que là, justement, on va dire, il peut se permettre de tenter quelques fantaisies dans sa relance ou dans sa prise de risque, et que derrière, il y a un papa qui couvre. Là, le problème, c'est que vu ce qu'il y a à côté, évidemment, là, les erreurs de Balerdi, elles sont encore plus vite pointées. Mais pour moi, un Aguerd va pouvoir aider là-dessus. Et après, pour info, Pavard et Aguerd, ils ont 2 jours d'écart. Ouais, exactement. Tu me l'as soufflé. Ils ont 2 jours d'écart. On est la même année, exactement. Ils vont fêter leurs 30 ans tous les deux. Ils vont fêter leurs 30 ans tous les deux. Donc ça reste 2 joueurs quand même, mine de rien, qui ont 50 plus que Balerdi. Donc, t'as raison, c'est pas qu'une histoire d'âge, mais on l'a bien vu. Il va avoir 26 aussi, Balerdi, en 4 ans, l'année prochaine. Donc, ils ont 4 ans. Mais c'est déjà, c'est déjà ça. Hein. Et je pense que Medina aussi, hein, il est plus vieux. Hein. Quel âge il a, Medina? 28. Medina, j'ai pas son âge là, mais il est un peu plus vieux. Oui, il est un peu plus vieux parce qu'il a mis du temps avant d'arriver à Lens et faire ses saisons. Donc oui, peut-être que. Non, il a 26. 26, ouais, bah non. Donc non, au final, c'est pas plus, c'est pas mieux. Maintenant, la question pour Aguerd, je partage les stats, c'est sa fiabilité. Même pas Balerdi, tu vois, tellement on a l'impression. Il a 26 ans. Ils ont 3 ans d'écart. C'est vraiment rien, quoi. Donc, 3 ans, il ne peut rien présenter comme ça. C'est vrai que. Ça, c'est très intéressant. C'est pas, parle pas d'âge. Mais c'est pas parler d'âge pour parler d'âge. C'est qu'aujourd'hui, Balerdi, il a 26 ans. Ils ont 3 ans d'écart, ce qui est rien. Et qu'on les voit, et qu'on voit Pavard et l'autre comme des papas et lui comme un gosse. C'est qu'il a un problème, ce gars. Non, c'est vrai, t'as raison. Et je pense que dans les prochaines semaines, on va faire quelque chose sur Balerdi parce que c'est intéressant, je pense, ce cas. Comment il peut arriver à passer d'un niveau international à un niveau, mais bas de tableau. Bas de tableau, Ligue 1. Ah ouais, c'est ça, c'est avec les sautes de concentration. Je sais pas, mais en tout cas, haut niveau, haut tableau Ligue 1, bas de tableau, quoi. C'est vraiment ça. Ouais, c'est ça, ça oscille et à certains moments, sans véritables explications. Dans le même match, hein. Et ça, on l'a toujours connu. Ah, ça, dans le même match, ça oui. Et en plus, tu l'as dit, cette fameuse excuse de l'âge, elle va plus maintenant en fait. 26 ans, voilà, hein, on n'est plus du tout sur le gamin qui est arrivé. Donc après moi, là, je réaxe un peu sur Aguerd. Comme je te disais tout à l'heure, pour moi, la question pour Aguerd, c'est sa fiabilité. C'est est-ce que le gars va pouvoir faire une saison pleine alors qu'on sait, il a été. Au niveau des blessures, c'est des mecs qui sont fiables, non? Pavard déjà plus que Aguerd. Aguerd a été sa carrière a été un peu handicapée par certaines blessures. Maintenant, l'année dernière, je partage des stats. Là, c'est 36 matchs, 2928 minutes et 34 fois titulaire. Donc, c'est un gars qui a vraiment joué toute la saison avec la Sociedad. Alors, la Sociedad fait pas une grosse saison, mais on parle d'un gars qui a. Pourquoi il arrive même pas à jouer à West Ham? C'est un peu peur. C'est pas, il arrive pas à jouer à West Ham. Hein. Non, attention. Hein. Qu'on soit bien clair, hein. West Ham, il gagne la C4 avec West Ham en étant titulaire. Hein. Donc, il part à la Real Sociedad. Parce que après, là, pour le coup, j'ai pas l'information pourquoi ça continue pas à West Ham, mais la saison où West Ham justement remporte la Conference League, il est titulaire et il fait partie des joueurs importants et il est dans la continuité de la Coupe du Monde. Et derrière, la saison suivante, c'est là où il perd sa place. Donc, est-ce que on va dire il perd sa place au profit de qui?
J'ai pas l'info. Là, pour le coup, j'ai pas Parce que tu vois, le. c'est ça, à Gerd, c'est pas. Enfin, Après, moi, tu as du turnover. Tu as du parce que turnover. West Ham on- a changé d'entraîneur aussi. Donc après, tu as aussi le jeu des changements d'entraîneur. Il mais on suffit qu'il. retourne le problème dans tous les sens. Bah, T'as non, attends, Pavard, juste Pavard, avant. Là, il a cette expérience West Ham, d'accord, mais il retourne à la Sociedad, qui est un club plutôt haut de tableau de Liga, et il enchaîne une saison pleine. Donc c'est oui, bien mais je que. me méfie, moi, des mecs qui sont qui supportent pas la pression, comme l'entraîneur Marcelino, etc. Ce que je veux dire, c'est que ta question, c'est est-ce que c'est le meilleur entraîneur le meilleur joueur de. C'est bon? Est-ce que c'est le meilleur, est-ce que c'est le meilleur joueur le meilleur défenseur de l'OM? Franchement, si on est factuel, on est obligé de dire non et on est obligé de répondre Pavard. Pourquoi? Parce que Pavard, il s'est imposé partout où il est allé, et à Munich, au Bayern et à l'Inter. Donc, je suis désolé, comparé à un mec qui s'est pas imposé à West Ham, tu peux me le retourner dans tous les sens. Pas imposé, t'es Bah, dur. qui a Pas perdu imposé, sa t'es dur. place. Qui a perdu Il a sa perdu place sa à la place. deuxième Il a perdu année. sa place. Tu vois, c'est pas Voilà. un gars qui est arrivé et qui a joué, Non, qui a joué 10 d'accord. matchs. Mais Tu vois. on est d'accord que le Bayern de Munich et l'Inter, c'est quand même au-dessus de West Ham et la Sociedad, bien Vite au-dessus. fait. Vite fait. Voilà. Non, je Et rigole. Ben oui, oui, t'as raison. Non, non, t'as raison. qu'aujourd'hui, l'autre, il n'a pas perdu sa place. Et là, Non, mais en fait, pour trancher notre débat, tu as sorti un argument tout à l'heure qui, pour moi, en fait, me casse, on va dire, la logique de ça pourrait être le meilleur défenseur. C'est que moi, je parlais de la transmission et de rassurer Balerdi. Et c'est vrai qu'au final, c'est 3 ans d'écart et un gars qui a pas non plus une expérience XXL comparé à Balerdi. Donc, oui, factuellement, le meilleur défenseur de l'effectif, oui, ça reste Benjamin Pavard. Même si la guerre, je pense qu'il va voilà. il va faire du bien, et ça, je pense qu'on va être d'accord. Mais factuellement, oui, le meilleur défenseur là pour l'OM, c'est Pavard. Voilà, attention, parce qu'à l'OM, même un champion du monde, il suffit qu'il y ait le ballon qui tremble, qu'il se mette un CSC et tout, et après c'est tendu pour toi. Il va faire une passe décisive à Vicente Lizarazu, là. Voilà. Tu veux lui en parler? Parce qu'en plus, ça marche bien. En plus, lui aussi, il était au Bayern, aussi, il est passé, ça n'a pas marché. Bon, ok. Donc, bon, j'ai essayé. Il avait, pour le coup, même si je trouve qu'il a été honteux à l'OM, il avait quand même une équipe horrible. Là, bon. Ah, Oui, l'équipe est quand même plus compétitive. Là, on n'est pas sur la même chose. Bon, écoute, on verra. On va voir ce que va nous réserver à Gerd. Mais bon, on reste sur l'idée que Pavard reste le meilleur défenseur de l'OM. Et attention à Medina. Et attention à Medina, t'as raison. Mais comme Medina, pour l'instant, on n'a rien vu du tout, à part Sebeki. Ouais, on n'a rien vu. À part Sebeki, on n'a pas vu grand-chose. Donc, voilà, on reste un peu sur notre fin. Mais peut-être que dans quelques semaines, on posera la question, est-ce que Medina est le meilleur défenseur de l'OM? Ah, c'est à l'instant T. Bon, je te propose le sujet suivant. C'est Arthur Vermeeren débarque à l'OM et on pose la question, est-ce que c'est un bon coup ou un achat compulsif? Alors, avant même que tu répondes, l'idée, c'est pas de faire, on va dire, les suiveurs de Arthur Vermeeren. On n'est pas une chaîne qui découvre les joueurs. On n'est pas une chaîne de scouting. Donc, l'idée, c'est de voir un peu les références du bonhomme, regarder un petit peu ce qu'il a pu faire dans sa carrière jusqu'à présent et d'essayer de se projeter. Est-ce que ce joueur-là, c'est plutôt un bon coup ou est-ce que c'est plutôt un achat compulsif parce qu'il y avait du monde qui partait au milieu de terrain et que on était en fin de mercato. Toi, spontanément, tu partirais sur quoi? Sur le bon coup d'un petit jeune de 21 ans qui vient d'arriver ou un achat compulsif? Le bon coup? Non, je pars pas sur le bon coup. Je connais. Non. On m'a cassé direct. Ah, j'ai essayé, pourtant, j'ai tenté une présentation, j'ai essayé de mettre mais je connais. mais Bon, non. non, mais j'en sais rien en fait. Je connais pas le gars et il a joué à Leipzig, tu vois. Parce que j'ai du mal à le dire. Pour ceux qui n'ont pas la ref, franchement, qu'Après Signaux réussissent à nous dire, bon, pas avec l'accent, mais vraiment Leipzig, c'est pas mal. C'est vraiment, je vous le dis, on est sur un jour. Qui sont eux, ils ont quand même une étiquette. J'aime bien les clubs comme ça. C'est un peu comme Porto, de mecs. Genre, quand tu leur achètes un joueur, c'est sûr que c'est une pépite. Tu vois, ils ont ce truc-là de. Après, voilà, tu le dis, mais maintenant, il n'y a pas que des pépites qui passent par le. Mais t'es d'accord que ça fait mieux que si oui, oui. Non, mais le nombre de gros transferts qu'ils ont fait ces dernières années, clairement, il n'y a même pas de débat à avoir. Oui. Ils ont des bons scouts. Donc, en fait, moi, ce qui me dérange, c'est que j'ai l'impression que c'est un coup de football manager, quoi. C'est-à-dire, le mec, il est né en 2005.
Quid de sa saison? Je sais Quid pas. de sa saison? Attends. Alors là, pour le coup, je partage les stats. Tu me fais une passe D et après, je te laisse continuer. La saison dernière, c'est 39 matchs, 28 fois titulaire, 0 but, 2 passes décisives, mais c'est un milieu défensif. Milieu def. Milieu Ouais, def. mais On ça, parle c'est vraiment milieu def qui est vraiment positionné devant la défense et qui peut jouer à 2 devant la défense ou seul devant la défense. Mais on parle pas d'un joueur Moi, ce qui box-to-box m'intéresse ou en offensif. milieu def, forcément, si tu me donnes des stats en milieu def, ce qui m'intéresserait, c'est duel gagné, passe réussie, etc., quoi, et nombre de kilomètres parcourus. Eh ben, écoute, tu vas envoyer une petite demande à Opta pour qu'ils arrivent à nous sponsoriser toutes ces statistiques et puis pas de problème. Mais je vois ce que tu veux dire. T'as raison. Passe D ou les buts, j'en ai rien à faire. Hein, ça. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il a beaucoup joué pour un mec de 20 ans dans une équipe qui a fini combien là du championnat allemand? Pas, c'est pas, Leipzig, ça finit hors Ligue des Champions puisque c'est pas cette année en Ligue des Europa League, non? Je vais revérifier ça tout de suite, mais oui, pour moi c'est hors. C'est Europa League. Hein. Attends, je regarde. Bref, pendant que tu regardes, je meuble. Donc du coup, franchement, moi, je sais pas ce que ça vaut. Et ça sent le. Ça n'a même pas de Coupe d'Europe. Ça n'a même pas de Coupe d'Europe. Donc, c'est combien? 10e? 7e. 7. Ouais, c'est pas ouf. Mais voilà. Donc, franchement, on peut pas faire les. Et les mecs qui font. Parce que j'en vois, moi, sur les forums qui disent, ouais, c'est très fort, c'est machin. Ouais, bon, à moins que tu tapes quand même tous les matchs de la Bundesliga ou les matchs des Diables Rouges, il est international belge, lui. C'est ça, voilà. Il est international belge. Voilà. Ah oui, c'est pour ça que j'ai précisé directement. L'idée, c'est pas d'évaluer directement le niveau du joueur, parce qu'on n'a pas assez de références. Moi, sans être un passionné de Bundesliga, ça m'arrive de regarder la Bundesliga. Je l'ai vu, je l'ai aperçu, mais comme plein d'autres joueurs que je peux apercevoir, sans forcément qu'il ait attiré mon œil. En fait, qu'est-ce que là, on s'y arrête parce que forcément, il vient. On est obligé de s'arrêter dessus et de voir un peu. Donc, on va regarder un peu les highlights, on va regarder un peu quel type de joueur c'est. C'est des paris, en fait. Je suis obligé de te dire que ça, c'est des paris. Donc, toi, tu le mets pas direct sur le bon coup, tu le mets, mais tiré dans l'idée du panic buy? Panic buy, non, mais panic buy, non, parce que panic buy, chez moi, c'est plus j'achète un joueur absolument et je le paye cher. Panic buy, c'est Mitroglou. Panic buy, c'est Vitinha au moins de. Parce que Vitinha, c'était aussi un panic buy, hein, parce que c'était l'autre qui nous avait dit non, là, l'autre idiot de Cassignani, là, qui je sais plus ce qu'il fait. Comment il s'appelle, lui, le mec de Lorient? Terem Moffi. Voilà, Moffi qui nous dit non. Et il nous faut absolument un avant-centre parce que Tudor, ils veulent acheter un avant-centre, t'en rappelles, et boum, il lui achète voilà, en panic buy de mercato d'hiver, ce qui est encore pire parce que t'as encore moins de choix. Donc c'est ça un panic buy. Et les deux, c'est 15 millions une jambe de Mitroglou, 30 et quelques l'autre. Donc alors, c'est un panic buy. T'as raison, mais en plus, pour être très factuel, on a mis comme titre de débat achat compulsif ou bon coup. Donc, voilà, alors achat compulsif, ouais, un peu dans le sens pari. Parce que c'est dans la période justement non, mais c'est vrai, je passe à la caisse. Ouais, voilà. Du supermarché, il y a des bonbons nouvelle marque, je sais pas ce que c'est, je le tente. Ouais, c'est. Non, mais c'est ça. Ouais, il y a un peu de ça. Pour le verre. Le goût tropical sur le Coca, why not? Peut-être c'est bon. Ouais, je sais pas, peut-être que c'est la couleur rouquin, peut-être qu'a peut-être chauffé Pablo Longoria. Non, mais on est obligé de dire que c'est un pari parce que le gars, personne l'a vraiment vu jouer et il a 20 ans et un mec de 20 ans qui va s'imposer à l'OM dont personne n'a pas trop entendu parler, c'est un pari, gars. S'il marche, c'est un bon pari, mais ça peut pas être autre chose qu'un pari. Le pari, je suis d'accord. On va vite. De toute façon, l'idée, c'est pas de trop rentrer là-dessus. On va forcément être d'accord. Hormis, comme on l'a dit, les experts de Bundesliga, personne n'a vraiment de rêve dessus. Ok. Maintenant, juste sur une chose sur laquelle on peut se baser. Est-ce que dans ce poste de milieu récupérateur, milieu défensif, est-ce qu'il n'y avait pas justement besoin au moins d'un profil? Après, le niveau, c'est une chose. Ouais, mais il y a besoin d'un taulier. Ah, tu penses que... Mais il y avait... Alors, attends. Avant d'aller sur le niveau, mais il y avait quand même besoin d'un gars. Il remplace Rongier. Là, on va se parler clairement, il remplace Rongier numériquement. Là, il remplace Rongier. T'es d'accord ou pas? Alors, moi, toi, tu le vois, il remplace Rongier. Moi, je le vois c'est une solution derrière Højbjerg. Et Højbjerg, vu son début de saison, forcément, le fait d'avoir un gamin... On va pas lui mettre la grande pression, hein.
Ouais. Tout dépend, tout dépend. On a bien vu que, on va en parler tout à l'heure, mais que Roberto De Zerbi, il a pas forcément non plus que des passes droits avec ses titulaires. Donc, si un de ses titulaires est pas bon, t'as le Ouais, petit d'accord. jeune Et donc, il va aligner, pardon, notre ami, comment il s'appelle là? Donne-moi le nom du gars là. Vermeeren, Arthur Ah, Vermeeren. Vermeeren. Il va le mettre en Ligue des Champions à la place de Schberg. Eh attends, je te pose la question. Et alors, est-ce que en double pivot à côté de Højbjerg, est-ce qu'il peut pas prendre la place d'un Angel Gomez, qui pour l'instant est très décevant depuis le début de saison? En Ligue des Champions à 20 ans. Et oui, en Ligue des Champions. Et il en a joué des matchs en Ligue des Champions l'année dernière. Hein. Il en a joué 7 avec Leipzig. Pourquoi Donc on pas, parle pas non plus. On parle pas d'un Après, gamin. Hein. c'est Attention. vrai que De Zerbi, tu le connais, il est capable de faire tout et n'importe quoi. Angel Gomez, on en a parlé là aussi en off. Non, il est Son pas début bon. de saison, il est loin d'être au niveau des attentes qui ont été placées en lui. Je suis désolé, mais pour moi, un profil défensif dans cet effectif-là de l'OM au milieu de terrain, il y en avait besoin en fait. Donc que toi, tu le vois comme bien sûr qu'on a Rongier, besoin. ok. Peut-être que numériquement, il remplace Rongier, mais pour moi, il fallait un gars. Højbjerg, pareil, il va pas faire les 60 matchs cette saison en fait. Donc il va bien falloir. Ça, voilà, on va pas en parler. En tout cas, en Ligue 1, on verra en Ligue des Champions, parce que oui, le plafond de verre pour Rongier, Ligue des Champions, c'était un peu trop. Mais en tout cas, on a plus de certitude quand on démarre avec Rongier. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Mais et donc, pour terminer, est-ce que toi, par exemple, tu crois à la belle histoire? Par exemple, le gars qui, on va dire, au début arrive comme ça, dans la rotation, voire en remplaçant un titré, et qui, au fur et à mesure de la saison, déjà, le contrat, c'est un prêt avec option d'achat obligatoire. Hein. Donc, c'est obligatoire? Ouais. Oui, c'est obligatoire. Donc ça veut dire même que le gars, on mise quand même un minimum dessus quand on est l'OM. Ouais, oui. Bah, moi, j'ai envie d'y croire, ouais. Mais bon, j'en ai aucune idée. Moi, les mecs comme ça, à chaque fois, j'attends. Et genre, je me dis, bon, on va voir. Et après. Et juste comme ça, là, ça vaut ce que ça vaut, comme ça, le feeling. Tu penses que ça peut justement être le gars qui s'impose au fur et à mesure de la saison. Je dis pas une référence, une base, mais juste un gars qui, au fur et à mesure de la saison, devient un peu un potentiel titulaire, ou t'attends de voir. Tu pars dans quel état d'esprit? Moi, je pense que c'est vraiment qui tout double. Et les probas, elles sont qu'il y a très peu de chances qu'il s'impose. Parce que c'est pas un cadeau, ce club, à 20 ans, comme ça. Bah, tu t'imagines, en fait, il y a peut-être 5% des joueurs de foot qui sont capables de supporter la pression de l'OM. Et donc, à 20 ans, tu réduis encore. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, je suis joueur de foot. Quel est l'intérêt quand tu as 20 ans, je te le dis, hein, et que tu es international belge et tout, que tu joues à Leipzig, d'aller à l'OM qui est pas assez haut, mais qui a la pression d'un club qui est encore plus haut. Après, il est passé par l'Atlético Madrid, on n'en a pas parlé, hein. Mais avant d'arriver à Leipzig, il passe par l'Atlético Madrid et Diego Simeone. Alors, il fait que 5 matchs, certes, mais il est passé aussi par ce type de club assez exigeant, pression populaire. Je dis pas que c'est comparable, mais l'Atlético reste un club beaucoup plus sanguin qu'un Leipzig, ou le club d'Anvers, je crois, c'est là où il débute sa carrière. Donc, il a peut-être aussi un tout petit peu eu, malgré son jeune âge, déjà cette pression un minimum. Maintenant, ok. Écoute, on va voir. Hein. De toute façon, je partage assez ton avis et j'attends de voir, comme bon nombre de supporters marseillais aussi. Apparemment, attends, je regarde, je suis en train de vérifier, donc c'est quand même important pour savoir si eux, ils y croient vraiment, tu vois. Apparemment, c'est non obligatoire, donc tu vois, ça veut dire ce que ça veut dire. Là, ça fait redescendre. Ça fait redescendre la cote pour la. Parce que on va pas se mentir hein, sur un truc. Hein, on parlera de Riley aussi après. Là, on va en parler. Là, justement, j'attends. Dis-moi tout. En fait, on va pas se mentir et nous, on connaît bien ça. Nous, on n'aimait pas. Maintenant, ça a des montages financés. Les prêts avec option d'achat obligatoire, c'est des achats. C'est juste des histoires comptables. Par contre, les prêts, depuis tout temps dans le football, les prêts avec option d'achat non obligatoire, ça marche très rarement. Et ça nous fait rappeler Tapi 2, vers Tapi 2, et on prend les Adriano et les Alfonso. Et en fait, pourquoi? Parce que t'as pas de risque. Tu prends des mecs, ça marche. Donc, en gros, tu le signes à la va-vite. Parce que au pire, il repart. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, en termes de risque financier, oui. Et cite-moi les réussites des prêts avec option d'achat non obligatoire. Les derniers que j'ai en tête, ça va être Carboni, Correa. C'est des énormes flops. Hein.
l'AC Milan avait bien profité de ça avec Yoann Gourcuff. Oui, mais tu me sors un truc d'il y a 20 ans. Moi, je te parle à l'OM. Attends. Je me rappelle juste que tu as commencé tes refs avec Tapis 2. Donc Tapis 2, c'est encore plus loin. Oui, mais ça ressemble à ça. T'en as, toi, là, à l'OM, un mec, option d'achat non obligatoire. Vas-y, sors-le-moi. Et que finalement, il a pété, on l'a acheté. Je sais pas, mais comment il s'appelle Senji Thunder. C'était pas un truc comme ça? Ah, si, je crois. Oui, c'est ça. Je crois. Et Lirola. Ah, voilà. Bon, voilà, on a les deux exemples. On a les deux côtés. C'est bien pour terminer pour le dossier Vermeeren. Bon, je te propose le prochain, donc c'est assez similaire. C'est Matt O'Reilly arrive à l'OM et là aussi on pose la question achat utile ou panic buy. Donc est-ce que toi tu repars dans le même mais là j'ai l'impression que c'est encore plus compulsif de mon carrément. Lui là c'est carrément au niveau au-dessus là pour toi. Bah lui ouais, enfin il est un peu plus vieux si je dis pas de bêtises. Il est un peu plus vieux, il a 24 ans, je vais partager les stats. Mais oui, il est un peu plus vieux. Le mec de 20 ans que Leipzig prête. OK. D'accord, pour ça guérir, ça fait un peu ça. Okay. Mais là le gars de 24 ans qui est anglais de naissance, qui a une mère qui est danoise et une autre origine, donc il est autant danois que moi. Je suis corse parce que je suis un quart corse. Hein. Il parle pas, je suis allé regarder, hein, il parle pas danois. Bref, donc l'international danois, ouais, ok, mais c'est un anglais. Hein. C'est vraiment un anglais. Donc, son nom indique bien quand même qu'il est, voilà. il est plutôt britannique plutôt que scandinave. Ça se sent quand même un peu. Anglais. Mais du coup, il y a encore ce truc de on prend un mec un peu irlandais-anglais qui va aller se fondre dans le collectif avec tous les anglophones qu'on a, plus. Moi, c'est ça que je vois. Plus, il joue avec Hochberg en sélection. Donc, c'est pas mal. On fait un petit truc comme. En fait, on fait un peu un micmac, mais j'ai pas l'impression que. Enfin, il est des références, ce gars. Alors là, autant, tu vois, je vais te dire, un Vermeeren, je fais partie de la majorité des supporters marseillais qui ne connaissaient pas le joueur au préalable. O'Reilly, je vais pas te dire que j'étais un expert, mais je l'avais déjà vu jouer et en Ligue des Champions avec le Celtic et un peu avec Brighton. Pourtant, pareil, je suis pas un expert, je peux pas te dire toutes ses capacités, et enfin tous ses points forts et ses points faibles. Mais c'est quoi? C'est un Barton? Mais c'est quoi? Non, pour moi, c'est un gars. Alors, on va dire, si on prend la fiche du joueur, on va dire le profil du joueur, c'est un gars qui peut s'apparenter à un Rabiot. Pour moi, c'est un gars qui peut s'apparenter. Dans le sens, c'est un gars plutôt grand, gaucher, qui joue tous les postes du milieu. On parle des postes centraux, hein. On parle pas des postes de côté, c'est pas un milieu latéral, qui peut très bien selon les. Attends, on va dire lui, tu sais que je crois qu'il est prêté, hein, je vais vérifier tout de suite, sans option d'achat. Hein. Lui aussi, c'est sans option d'achat. Lui aussi, il n'y a pas d'option d'achat. Non, il y a une différence. Il y a option d'achat non obligatoire, option d'achat obligatoire et sans option d'achat. Lui, je crois que, je vais regarder, mais que genre. C'est sans option d'achat. Donc c'est un prêt sec. C'est un prêt sec, il n'y a rien de. Parce que ouais, la différence, c'est comme Carboni. En fait, une option d'achat non obligatoire, s'il pète, tu peux quand même l'acheter parce que tu l'as l'option d'achat. Et eux, ils sont obligés de te le vendre. C'est quand même hyper important. Je suis d'accord. Vermeeren, il pète, c'est un joueur de l'OM, très bien, on a réussi le pari. Lui, il explose, c'est comme Saliba. Ben, c'est ce qu'il a fait. Derrière, tu n'en profiteras pas financièrement derrière de ça. Pas l'intérêt là pour le coup. Hein. En fait, l'intérêt, faut être clair, c'est que O'Reilly, sans être non plus un top player, c'est un gars qui, on va dire, que Brighton s'en sépare, on va dire, le dernier jour du mercato. Je peux comprendre qu'il y a aussi le truc, j'ai pas envie de le perdre. J'ai pas envie de le perdre non plus au rabais. Maintenant, oui, peut-être que là, dans cette histoire-là, l'OM, on va dire un peu le dindon de la farce, c'est-à-dire, peut-être qu'on va rehausser le niveau du joueur et derrière, on n'en profitera pas. Maintenant, après, là, ça veut dire qu'ils croient en leur joueur, hein, Brighton. Hein, parce que Brighton, oui, je pense, et ça va dans le sens il était titulaire pour les deux premiers matchs de Première Ligue avec Brighton. Il n'a pas juste joué le dernier contre Manchester City parce qu'il était en instance de transfert, mais sinon, c'est un gars qui joue. Donc, c'est un gars qui joue avec Brighton. C'est un gars qui a plutôt, on va dire, une bonne réputation. L'OM, sur le papier, pour moi, juste, elle fait plutôt une bonne affaire en récupérant ce profil-là. Maintenant,
l'adaptabilité. Ouais, mais sur la continuité, ça va sur l'année d'après. On va en parler sur les autres mercato. Même s'il explose, même s'il est très bon, ils repartent. Enfin, c'est vraiment moi les prêts sans option d'achat. Encore Ouais, une fois. Toi, tu tiques là-dessus, c'est le prêt avec le prêt sans option d'achat. On va dire, il y a aucun intérêt, il y a aucun intérêt à Ok, pratiquer ça, sauf si tu es vraiment en galère complète. obligatoire. Et tu peux à la fin, s'il a pété, l'acheter. Et là, c'est un deal intéressant. Donc tu vas prendre des joueurs où c'est un peu des paris et tu sais pas trop. Et ça m'énerve un peu parce que, en gros, c'est un peu, tu jettes une pièce, on voit où elle tombe. Mais là, carrément, c'est encore pire. Le mec, s'il pète, il repart. Toi, t'es quoi? T'es la succursale de Brighton? Ah bah c'est la sensation quand justement comme tu décris quand tu prêtes quand tu te fais prêter un joueur sans option d'achat, oui, tu es juste là pour le mettre en vitrine et espérer que bah derrière ça soit bien pour le joueur. Alors sportivement, tu peux y gagner parce que tu as pris l'exemple de Saliba. Je pense que l'OM Saliba factuellement s'est qualifié en Ligue des Champions grâce à Saliba. voilà, tu vois, factuellement ça a été positif. Mais Maintenant, oui, tu sais pour comment la Micheline de la regretter Conta, après, hein. après, pour Micheline de la Conta, c'était plus compliqué parce que bah pour elle, oui, au final, on passe pas par le fameux chèque ou la fameuse validation de la progression sportive ou progression Même même Saliba, financière. c'était le meilleur défenseur qu'on ait eu. Et je pense que si on avait intégré une option d'achat obligatoire, bon, il nous l'aurait peut-être jamais prêté à Arsenal, mais avec une clause de revente, mais enfin, il l'aurait jamais mise. Mais ça, on aurait eu un super défenseur, quoi. Ah oui, mais là c'est pas on va dire le prototype de ce qu'on peut normalement attendre avec un O'Reilly. Normalement, on s'attend plus à un gars qui va être dans l'effectif et qui, comme je te le disais tout à l'heure, en fait, présente un peu les mêmes caractéristiques que Rabiot. Maintenant, Il va faire comme Rabiot, un an et puis s'en va. bah peut-être là pour le coup avec d'autres conditions salariales et d'autres conditions Mais le joueur, toi, t'en penses quoi? Parce que les caractéristiques et le niveau, le joueur, je vais pas te mentir, je suis plus sensible à un Junior Traoré qui pour moi peut faire beaucoup plus de bien dans cet entrejeu qu'à un O'Reilly. mais donc Maintenant, ces deux Gugus là, les deux là, on va pas se mentir, c'est deux remplaçants. ils arrivent pour moi comme remplaçants. Enfin, ils passent pas devant Hojbjerg. Gomez, on l'a dit tout à l'heure, il va falloir qu'il passe un niveau. Angel Gomez. Mais pareil pour Junior Traoré qui connaît des Herbie et qui fait plutôt une bonne rentrée pour son premier match. Oui, ces deux-là, Vermeeren et Riley, ils arrivent, oui, dans la rotation. Les deux, Vermeeren et Riley, les deux, ils peuvent concurrencer Angel Gomez. Ça peut, avec des profils différents. Parce qu'on l'a dit, Vermeeren, plus défensif. Ouais, j'ai compris. Mais ça te donne plus de variété. Donc en soi, c'est pour ça. Et Icar Nadir aussi. Hein. T'as un Bilal Nadir aussi, qui peut aussi jouer dans ce poste-là. Et la place. Et il faudra voir aussi Aminarit. Après, évidemment, Aminarit, il est toujours derrière dans la hiérarchie, mais n'empêche que pour l'instant, factuellement, il a toujours pas trouvé de club. Donc, il y aura aussi peut-être Aminarit qui sera là-dedans. Aminarit, même s'il a pas trouvé de club, Aminarit, il est blessé. Oui, t'as raison. C'était juste pour le préciser. Non, mais moi, je veux bien. Hein. Mais Mopé, pourquoi pas, si c'est une patte d'être intégré, de jouer quelques minutes, quelques matchs, on sait jamais. Mais Aminarit, j'ai l'impression qu'il est fini pour le football, quoi. Genre, il joue plus. À chaque fois qu'il peut rejouer, c'est Abou Diaby, il se blesse. Vraiment. Non, c'est compliqué. Non, c'est compliqué. Après, c'était pour préciser juste dans l'effectif. Maintenant, je pense que sans venir avec des rôles de titulaires, ils vont quand même venir pour être dans la rotation. Donc, pour moi, pour répondre à la question, O'Reilly, pour moi, et Vermeeren aussi, c'est là, pour O'Reilly, c'était achat utile ou panic buy. Pour moi, je dis achat utile. Là, je dis pas panic buy. Non, c'est pas panic buy, c'est achat compulsif. Moi, je dis achat compulsif. Ok, achat compulsif pour ta part. C'est ton titre, hein? Non, là, mon titre, c'est Matt O'Reilly arrive à l'OM, achat utile ou panic buy. Ah, lui, c'est panic buy. Ah oui, non, mais panic buy, ouais. Donc, toi, tu pars sur le panic buy plutôt que sur l'achat utile. Moi, les deux. T'attends de voir. Et t'attends de voir. Non, mais les deux, j'y crois pas, voilà. Ok, c'est bien. Bon, écoute, on va pas leur faire peut-être écouter tout de suite. On va attendre quand même qu'ils fassent leur premier match. Je crois pas, mais je demande qu'un truc. C'est toujours pareil, c'est qu'ils soient performants. Ça va être surpris. Ok. Bah oui. Bon, allez, je te propose l'avant-dernier débat de notre Mercato Live. J'ai mangé mon chapeau de Guiri, même si là, malheureusement, si on regarde les débats, je vais avoir raison. Mais quand il arrive, je pense qu'il va pas être bon. C'est maintenant qu'il est mauvais. Je suis très content qu'il soit bon. Hein. Voilà. Hein.
Oui, non, mais j'ai bien compris que toi, ce que tu veux, c'est que les joueurs soient performants et même si tu dis que tu les sens pas, t'espères qu'ils te fassent mentir et qu'ils te montrent le contraire. Et c'est bien Tout à ça? fait. Tout à fait. Bien, j'ai bien résumé? Ah, c'est bon? Ouais. Ok. Bon, allez, je te propose donc l'avant-dernier sujet, qui est quel bilan mercato pour le duo Longoria-Benatia? Voilà. Et on pose la fameuse question, est-ce que l'OM s'est affaibli ou renforcé cet été? Alors, vas-y, c'est ton moment, mon copain. Là, je sens que tu as envie de sortir la sulfateuse. Donc, vas-y, mon copain, c'est pour toi. Est-ce que le costume, il serait pas un peu trop grand? Pourquoi? Pour Mehdi, là, sur la photo ou juste en Non, général? comme disait Véronique, parce que Véronique, elle dit pas que des bêtises, hein. Elle dit pas que. Parce que franchement, le costume, en fait, bon. Alors déjà, j'aimerais savoir, parce qu'on n'a pas les infos, qui. Donc, on a fait quand même 5 transferts en 48 heures, hein. Donc, j'aimerais bien de mémoire, si c'est dont 3 la même journée, avec des mecs, Pavard qui signe son contrat à Clairefontaine. Donc, c'est quand même du jamais vu. Et moi, Pour l'OM, oui. Pour l'OM, on a pour l'OM, rarement mais même on a en jamais termes vu de ça. mercato. Et en fait, si tu veux, je sais pas. Et c'est ça qu'il faudrait savoir à un moment, on le saura dans les enquêtes et tout. C'est de qui ça vient vraiment. C'est-à-dire qui, parce que dans le duo, même si j'ai ma petite idée, impulse cette boulimie d'achat de joueurs. Donc, à Est-ce mon que ça avis, serait pas un gars qui serait plutôt espagnol plutôt que marocain? voilà. Ah. Parce que, franchement, moi, voilà, on vient de faire. Donc, on va prendre les 5 joueurs. On en avait besoin. Maintenant, en fait, l'OM, t'avais l'impression que c'était stable. Et d'un coup, paf, ça pète. Et ça achète dans tous les sens. Et du coup, ça renvoie. Imaginons, même si ça marche, hein, et j'espère que ça va marcher, ça renvoie vraiment un truc de panique, comme tu dis. Des panic buys dans tous les sens. J'achète, je revends, c'est la bourse. Tac. Et en fait, quel club stable, normalement constitué, qui est en Coupe d'Europe, on va aller chercher, qui a une bonne gestion, fait ça. Quel club? Quel club fait ça? Là, j'en ai pas, hein. Là, j'en ai pas. On va dire avec cette boulimie de transfert, comme on vient de le dire dans les 24-48 dernières heures. Non, alors après, il y en a sûrement en regardant dans les archives, il y a sûrement des clubs qui sont aussi, on va dire, actifs sur la fin. Maintenant, tu l'as dit aussi. Est-ce que ce sont des clubs qui sont sportivement haut niveau, qui sont, on va dire, qui ont des résultats de bonne qualité? Je suis pas sûr. Là, on parle plus de clubs qui on va dire, procèdent par opportunité et qui essayent à chaque fois, on va dire, de faire toujours le bon coup. Mais le mercato, c'est pas aussi que le bon coup. C'est Ah, aussi mais moi, comment attends. renforcer aussi ton équipe et quitte à certains moments peut-être à payer un tout petit peu plus cher, mais par contre, tu réponds à vraiment tes besoins. Là, c'est un peu la question qu'on va aussi poser. Est-ce que cette frénésie de mercato, elle a permis d'équilibrer l'effectif carrément en le renforçant Mais moi, ou en l'affaiblissant? il n'y a pas que ça, il y a la personnalité aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression vraiment, hein, et faire un parallèle, je pense que Longoria, c'est un mec qui est addict à la cigarette, qui décide d'arrêter de fumer, qui s'embrouille avec sa meuf, et boum, il fume 5 paquets d'un coup. Et tu as même l'impression qu'il fait exprès de s'embrouiller avec sa meuf pour pouvoir aller fumer. Et en fait, sa meuf, c'est Rabiot. Il fait exprès, genre, il prend le truc de Rabiot, ils font exprès de s'embrouiller pour derrière dire, ah bah, c'est pas de ma faute. Ah, et tac, boum, il achète. Tu vois ce que j'ai? Franchement, je le ressens comme ça. Genre, Toi, t'as senti ça, c'est-à-dire à partir ah du ouais, moment où il y a eu, on va dire, l'affaire Rabiot. ils l'ont cherché, même si c'est pas de leur faute. Il y a eu ce truc de ok, et bam, ils ont tout dégoupillé. Allez hop, maintenant, on achète, on revend. Alors, moi, je te suis sur une partie à partir du moment où il y a Rabiot, leur communication fait que ça dérape, et là, ils basculent dans quelque chose. Maintenant, on va dire, je pense qu'on va quand même être d'accord. L'affaire Rabiot, elle part de base par mouvement de Rabiot et Rabiot qui, derrière, Oui, par mais ego, ne veut pas, on va dire, se plier, on va dire, aux règles données à tous les joueurs du club.
Non, mais Lui, d'accord, mais tu pouvais juste attendre, ne pas le mettre tout de suite et régler son problème. c'est là où je te rejoins. Là, ça dérape. À partir de ce moment-là, là, ça dérape. Ça dérape. Là, il devient fou, le gars. Et il retombe dans. Il s'est contenu. On dirait qu'il s'est contenu, je te jure, et qu'il a craqué à la fin. Donc voilà. Donc moi, il y a trop de joueurs, trop de transferts. Toujours pareil. J'accuse personne, mais quid des commissions, des rétrocommissions, parce que c'est quand même énorme. À chaque fois, tous les ans, on renouvelle l'effectif. On dit là, c'est bien, on garde un entraîneur pour la 2e année. Mais là, on va se retrouver avec une ossature. Enfin, je veux dire, s'il faut, on peut mettre un 11, les gars. On peut mettre un 11 avec, je sais pas moi. Allez, allons-y, on met Medina, Aguerd. On va samedi à le faire. Medina, Aguerd, Pavard. OK. Wea. À gauche, Palmieri. Donc pour l'instant, on n'a que Rouli. Ensuite, au milieu, on peut s'amuser à mettre du Riley. Enfin, on peut mettre peut-être 80% de joueurs qui n'ont pas joué l'année dernière. Qu'est-ce que c'est que ce délire? On revient toujours à la même chose. On en revient à une équipe. Toi, c'est ça que tu, on va dire ça que me fait péter un plomb. C'est ça, en fait, ouais. Moi, Voilà, quand on vend Rongier, c'est pas que Rongier, je m'en fous de Rongier, c'est pas le meilleur joueur du monde. C'est juste, j'ai envie qu'on garde des mecs, en fait, et qu'on ait, comme dans tous les clubs, une base de 70% et qu'on renforce les postes où il y a des faiblesses, mais pas qu'on rechange tout. Parce que ça Après, marche pas. parce que là, je partage les mouvements et les arrivées et les départs. Alors, tu as raison. Il y a eu beaucoup de mouvements. Maintenant, est-ce qu'il y a beaucoup de titulaires qui arrivent dans cette liste? Pachao, d'accord? Pachao, ok. Allez. Aguerd, ça vient pour être titulaire, mais on l'a dit, évoqué tout à l'heure. La défense centrale, il y a 900 sur 10 qu'elle bouge. Donc, ça fait quand même déjà 3 joueurs. À gauche. Mais après, attention, avant même qu'on débute, faut quand même préciser, l'OM va jouer Ligue 1, Ligue des Champions, Coupe de France. Là, c'est pas une saison comme la saison dernière. Ah non, mais attention, c'est quand même à préciser. Tu peux pas garder juste avant. Ben oui, mais tu es quand même obligé de préciser que tu ne fais pas toute la saison avec le même effectif que l'année dernière où tu ne jouais que la Ligue 1. D'accord, mais tu as combien de transferts au total? 10? Là, on a dit Pachao, Aguerd, Vermeeren, Pavard, O'Reilly, Medina, Timothy Weah, Timothy Weah, Emerson, Pierre-Emerick Aubameyang, Angel Gomez, Seji Egan Riley et Ahmed Traoré. Est-ce que dans toute cette liste-là, ils sont tous titulaires? Ben non. Déjà non. T'en as beaucoup qui vont l'être. T'en as beaucoup. On en a parlé déjà de 2. Par exemple, les 2 jeunes, O'Reilly et Vermeeren, ça vient pas pour être titulaire. Non, mais attends, je te le fais. Pachao, Aubameyang, Medina. Aubameyang, attends. Si on est très factuel, Aubameyang, normalement, l'idée, c'est de se répartir les postes, c'est de se répartir la tâche avec Gouiri. Bah là, pour l'instant, il est titulaire. Hein. Donc, pour l'instant, oui. Maintenant, sur les 3 premiers matchs, Gouiri a été titulaire les 2 premiers et c'est que le 3e où il a été enlevé. Donc, pour l'instant, on est dans une logique avec un gars qui était là l'année dernière et une recrue. Pour moi, il est titulaire. Donc, 2 défenseurs centraux titulaires. Palmieri, Pachao, ça fait déjà 4 mecs. Et Angel Gomez, ça fait 5. Alors, 11. Ok. Maintenant, juste, est-ce que défensivement, l'année dernière, l'OM a montré tous les gages de sécurité pour pouvoir se dire on repart avec la même chose? On était tous, je pense, assez d'accord. Il fallait recruter des défenseurs. Parce que sinon, l'OM allait continuer avec Cornelius, Kondogbia ou Bamo Meite. Je n'ai pas dit le contraire. Je t'ai dit qu'il fallait prendre 2. Non, mais en fait, quand je te dis ça, c'est aussi parce que, bien sûr, j'entends le nombre de mouvements qui arrivent, qu'il y a. Et il y en a beaucoup. Maintenant, cette saison-là, elle va être aussi riche en matchs. Il va falloir aussi pouvoir être compétitif un maximum sur tous les tableaux. Donc, pour moi, se renforcer de cette manière-là, avec des gars qui potentiellement sont des titulaires ou des titulaires en puissance, je vois pas en quoi. Non, mais Longoria, il a toujours négatif. Cette approche-là n'est pas forcément négative. Non, mais parce que là, on parle pas de la même chose. Longoria a toujours confondu un truc, c'est la qualité et la quantité. Que tu recrutes 6 à 7 joueurs sur l'effectif de l'année dernière avec 3-4 titulaires en puissance, plus 3 grands remplaçants, c'est mieux d'en recruter 11 avec des mecs dont Riley et Vermeeren, dont on ne sait pas le niveau. Ou Wea. Enfin, je suis désolé, le gars, il empile les joueurs.
4 joueurs moyens, ça fait pas un bon joueur. Tu vois ce que je veux dire? Là, j'ai pas les chiffres de l'effectif, et je sais pas si, en gros, l'OM, là, est à 35 joueurs, hein. Je sais pas, tu vois. On parlait tout à l'heure de la même chose. On parle pas on est loin de ça. Parce qu'attention, là, on parle des arrivées, mais en départ, t'as un Luis Enrique qui est parti, t'as un Jonathan qui est parti, t'as un Quentin Merlin, t'as un Rabiot, t'as un Unai, t'as un Rongier, t'as un Paolo Lopez. Attends, et dans tous ces gars-là, Azdin Unai, c'était pas un titulaire, loin de là. Quentin Merlin, tout le monde était dubitatif sur lui. Luis Enrique, on est tous conscients qu'il avait fait une demi-saison de bonne qualité, mais que derrière, il y avait des doutes. Pareil pour Ro. Ismaël Koné s'est reprêté derrière avec option d'achat à 2 millions et demi. Paolo Lopez s'est vendu. Enfin, après. On parle pas de la même chose. Paul Lopez, il joue pas l'année dernière, me sort pas les ventes qui sont de l'année d'avant, que ça n'a aucun intérêt. Peu importe. Là, l'idée est juste. Rongier et Merlin. Il y a beaucoup de gars qui sont partis aussi de l'OM. C'est ça, en fait, que je dis. C'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont partis aussi de l'OM. Et dans ces joueurs-là, est-ce qu'il y avait beaucoup d'indispensables? Dis-moi juste. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'indispensables à part Rabiot? Il y avait Rongier, Merlin, Rabiot. Laisse-moi parler. Après, je n'ai pas dit qu'ils étaient indispensables. Mais ces 4 joueurs. C'est ma question. Tu peux les garder et après, tu mets des meilleurs joueurs avec. Et du coup, tu gardes un groupe, tu gardes une cohésion. Si c'est pour remplacer Merlin par un mec moyen qui est de son niveau, tu fais juste du changement et tu déstabilises. C'est de l'humain. Merlin, si tu veux. Merlin, si tu veux, avec Emerson. Par contre, Ro Pachao. Non, c'est pas Ro Pachao. C'est pas Pachao. Si, t'as vendu un ailier gauche et t'en as acheté un autre. Donc, si. C'est pas Pachao, Luis Enrique. Donc, Pachao, Luis Enrique, doublure Ro. Il joue le même poste. Luis Enrique, il a joué la moitié de l'année latéral droit. Latéral droit. Et il a été d'ailleurs pour l'Inter, pour jouer justement à ce poste de piston droit. Non, Jonathan Rowe, il avait été pris pour justement occuper ce côté gauche, puisqu'on nous l'avait aussi vendu comme ça, comme un joueur polyvalent qui pouvait occuper tout le flanc gauche, soit en piston, soit en ailier à gauche. Donc non, t'as perdu Rowe, que t'as vendu 17 millions, on va pas revenir dessus. Pourquoi? Maintenant, t'as acheté Pachao aussi. Donc il y a aussi dans ce mercato, pas que des achats compulsifs, il y a aussi un renforcement sur certains postes. Je suis désolé, on l'a dit pour ta le contraire. Et pour la guerre. Non, mais encore. Oui, donc ça doit être à nuancer dans le bilan mercato. C'est ça que je dis. Il y a trop d'achats et trop de départs. Trop. Mais comment tu peux me dire non? C'est impossible. J'ai pas dit non. Je t'ai pas dit non. Je te dis juste, je te dis pas non. Je te dis le trop. J'attends de voir, en fait. J'attends de voir sur la saison. Et quand est-ce qu'on comprendra que le football, c'est quand même un enfant de 5 ans, il peut comprendre ça, c'est de l'humain. Donc là, Aubameyang, quand on dit ouais, Aubameyang, il revient, il connaît le club. Très bien, il revient, il connaît le club, mais il joue avec des nouveaux gars. Est-ce que vous avez joué au foot dans votre vie et vous savez que les automatismes, ça met du temps, les caractères, ça met du temps. Donc, rechambouler tout un effectif à chaque fois, c'est impossible. C'est impossible de gagner des titres en chamboulant les effectifs. Je te parle de la Coupe de France, autant sur certains mercatos, je te rejoins sur le chamboulement. Là, je te jure, vraiment, c'est ma sensibilité. Pour moi, c'est pas forcément un chamboulement. Pour moi, il y a beaucoup d'améliorations dans cet effectif-là. Donc, pour répondre à notre question, pour moi, l'effectif, il s'est renforcé et donc il s'est pas affaibli. Et je pense que ce que tu décris, je respecte comme des achats compulsifs et trop d'achats. Pour moi, on parle d'une saison qui est à plus de 50 matchs avec de la pression. L'OM a mal débuté, donc elle est obligée aussi d'avoir plusieurs solutions de rechange, et que dans ce mercato-là, je l'ai dit tout à l'heure, on se retrouve pas avec 35 joueurs non plus. On n'est pas avec l'effectif de Chelsea non plus. On est là avec un effectif qui, pour moi, doit être à 27-28 joueurs. Et 27-28 joueurs en 2025... C'est pas ça, je te dis, on parle pas de la même chose. Je compte pas le nombre de joueurs. Je compte le nombre de joueurs différents de l'année dernière. Ça n'a rien à voir. Pour moi, justement, ce nombre de joueurs, il a renforcé l'effectif plutôt que de l'affaiblir. Parce que c'est ça aussi la question de notre débat, en fait. C'est est-ce que ça s'est renforcé l'OM cet été avec ses avec ses recrues ou pas? Parce que c'est ça, en fait. Toi, moi, je suis pas sûr que ce soit renforcé, mais surtout, tu aurais pu te renforcer en apportant de la stabilité. Le jour où il y a un mec qui apporte de la stabilité à l'OM, le jour où il y a un mec qui pète pas les plombs, là, l'OM, ça pourrait devenir un grand club parce qu'ils ont tout pour être un grand club.
Et donc, pour répondre à ta question, que ce soit Benatia ou Longoria, ils sont dépassés. C'est des actes de mecs dépassés. Ils tombent dans la folie. Donc, la com de l'après Rabiot et avec même, on va dire, les opérations de mercato et leur attitude, pour toi, c'est raté. C'est pas raté. C'est juste que c'est toujours pareil et c'est pas ce qu'il faut à l'OM. C'est pas ce qu'il faut à l'OM. Il y a pas de sang-froid. Ils n'arrêtent pas de faire. Il n'y a pas de sang-froid. Et Longoria, il n'a pas de sang-froid. Longoria, c'est tout corrupt. C'est le vestiaire qui pète. Hein? Tout corrupt. Tout corrupt. Voilà. Tu vas pas me dire qu'il respire il a l'air calme, quoi. La tranquillité, la sérénité. Oh, ouais. Et puis là, en plus, tu nous fais une super passe décisive pour le prochain pour le dernier débat. Là, franchement, c'est magnifique. Là, vraiment, là, c'est digne du Adriano tapis. Et encore, attends, j'ai pas tabassé Benatia, qui, moi, je pense, est encore partie prenante en nous levant, hein, parce que les storytelling. Là, tu sais pourquoi Pavard il a signé à l'OM? Parce que Mehdi l'a appelé, parce que Mehdi a sorti le téléphone. Et ils vont nous faire le reportage avec Benjamin, grand professionnel. Hein. C'est mon petit Benjamin. Ouais. C'est mon petit Benjamin. Donc les mecs, moi je savais pas, hein, tous les mecs ils signent à l'OM pour Benatia. Merci Benatia. Et cette com-là, je suis désolé, voilà, je vais en parler 2 minutes. À un moment, il faut arrêter que Benatia, il a un grand carnet d'adresses, qu'il puisse ramener des gens et tout, mais qu'ils disent qu'à chaque fois qu'un joueur s'y signe, c'est grâce à lui. À un moment, le salaire, le truc, faut arrêter, quoi. C'est pas Benatia il met trop la lumière sur lui. Et donc, faire des transferts, c'est pour ça que je veux dire que quand elle dit que le costume il est trop grand pour eux, c'est un peu vrai parce que les mecs, les directeurs sportifs des autres clubs en Italie, etc., ils n'ont pas besoin de ramener des joueurs et de dire « Ah, c'est moi qui l'ai fait » pour exister et pour asseoir leur notoriété. Alors, peut-être pas à ce point-là. Raison. À ce point-là, non. Maintenant, attention, c'est quand même aussi un milieu, justement, les directeurs sportifs, où tu as beaucoup d'ego, où tu as beaucoup on va dire, de tentation à te mettre vachement en avant. Et voilà, donc, je pense que Benatia, pour aller dans ton sens, il en fait trop. Ok. Il en fait trop. Maintenant, voilà. Et c'est ce qu'elle dit. C'est pour ça que je rebondis vraiment sur ce qu'elle a dit, parce que même si elle est un peu décalée, il n'y a pas de fumée sans feu. Si elle te dit que le costume il est trop grand pour eux, elle l'a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit des gens du PSG? Elle a critiqué partout. Et c'est une personne conflictuelle. Mais à un moment, il faut écouter quand même ce que disent les gens. C'est-à-dire que ça vient pas de nulle part. Si elle avait dit autre chose, en fait, je t'aurais dit, OK, analysons. Là, elle se comporte n'importe comment, mais ce qu'elle sort de leurs défauts, c'est que le costume, il est trop grand. C'est une réalité. C'est que Benassia, il en fait trop parce qu'il n'est pas légitime. Qu'est-ce qui se passe quand toi, tu n'es pas légitime dans ta vie? Eh ben, tu essayes de prouver que tu l'es. Et aujourd'hui, c'est le problème. Et donc, c'est pas un environnement calme. Donc, en gros, il faut qu'il passe chez le tailleur et qu'il aille refaire le costard vraiment à sa taille, quoi. Et qu'il redescende un petit peu d'ambition et que il la joue peut-être un peu plus profil bas. T'aimerais plus. J'ai bien compris. C'est ça. Et donc, honnêtement, je sais pas si c'est au programme pour Mehdi. Je suis pas sûr. Mais pour Pablo, à la limite, peut-être un peu plus. Mais je crois que Mehdi, Benatia, c'est quand même un peu enfermé dans cette image-là. Et ça va être un peu difficile. Maintenant, là où je te rejoins, c'est que oui, il en fait trop. Je l'ai dit tout à l'heure. Et ça, c'est pas forcément bon pour le club. Même l'entraîneur. C'est pas idéal. C'est pas idéal d'en faire trop. Rappelle-toi ce qu'il a fait dès qu'il est arrivé. Hein. Même s'il avait peut-être raison. Il a sorti sur Klose. Il paraît qu'il a raison, hein, que Klose, il choisit. Mais la sortie, c'est pas bon. Voilà, et c'est la continuité. Moi, je fais partie de la team, j'étais pas choqué. Je la place, j'étais pas choqué que Jonathan Klose. Et bon, je vais pas continuer, mais pour moi, si tu manques à tes obligations, bah ouais. Mais oui, tu fais ça en interne, tu le vires et tout, mais tu fais pas ton interview à aller faire. J'ai l'impression que lui, il va mettre ses costumes et il va faire ses interviews. Voilà, alors moi je lui ai dit, moi je machin, moi. Et après, attends, juste pour terminer, il a aussi ce fameux réseau, parce qu'on en rigole avec, il a appelé Benjamin, mais il n'empêche que c'est ça aussi. C'est-à-dire, il a une certaine légitimité. Rabiot, on l'a dit aussi. Quand il vient, il y a aussi une part de légitimité là, je l'attendais, moi. Je l'attendais.
s'il est aussi fort que ça et si les gens l'écoutent, etc., bah, je l'attendais pour régler un conflit qui était quand même pas compliqué à régler. Hein. Voilà. Tu marques un point. Juste en dernier truc, tu es face à Madame Rabiot. Et face à Madame Rabiot, il y en a quand même beaucoup qui vacillent. Mais, ok, il aurait pu faire exception et lui répondre et faire en sorte, comme tu l'as dit tout à l'heure, que ça dégénère pas, que ça dérape pas et que ça se termine pas. Ça a déstabilisé. Quoi qu'il en soit, moi, j'aurais bien aimé voir la saison de l'OM. Juste après la défaite, petite bagarre, ça s'excuse, ou ça sort pas. Et après, voir si on fait vraiment le match à Lyon et tout. Mal. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de supporters qui auraient bien aimé l'avoir. Maintenant, dans cette histoire, faudra non pas jamais oublier le rôle fondamental d'Adrien Rabiot dans cette histoire-là, qui aurait pu, malgré les déclarations de sa mère, aurait pu prendre position et, on va dire, exprimer clairement, publiquement ce qu'il voulait. Bon, après, je pense que l'affaire Rabiot, ça y est, c'est tourné. On passe au dernier débat. Allez, je te propose le fameux débat Roberto De Zerbi est-il trop impulsif? Et on pose la question, est-ce que sa nervosité nuit à l'OM? Bah moi, je pense que franchement, oui. Ce qu'ils ont intéressé quand même, c'est ce fameux, on est obligé d'en parler là, espèce de reportage. Alors la part d'acting, on la connaît pas. Mais en tout cas, il en fait pareil, il en fait comme Benatia. Je pense que c'est pour ça qu'ils s'entendent bien avec Benatia, avec Mehdi, comme il dit à chaque fois. C'est qu'ils ont un peu des tempéraments similaires, de mecs impulsifs. C'est ce qu'on aime à l'OM, on aime les Sampaoli, on aime, voilà, on n'aime pas les gars, enfin voilà, on aime les excentriques et tout. Mais je pense qu'à un moment, regarde, Marcelinho, il s'est fait dégager parce qu'il était trop plat. Mais je pense qu'un jour ou l'autre, il va falloir trouver le juste milieu. Et il n'est pas dans le juste milieu. Quand il s'embrouille avec Koné, je pense que c'est parce qu'il y a la caméra qui l'en rajoute. Mais sur le terrain, là, à Lyon, moi, je l'ai vu crier. Tu le vois, le mec. Enfin, genre, que si je joue latéral droit, que le mec, il me crie comme ça. C'est ce qu'il expliquait, Nasri, à un moment. Il disait, ouais, quand je me faisais crier dessus, enfin, tu peux aussi t'énerver en tant que joueur parce que, voilà. Et moi, à Lyon, je ne l'ai pas senti serein, vraiment. Je le sens pas serein. Toi, c'est ça. Toi, on va dire ce qui te marque, c'est qu'en fait, sa nervosité, en fait, ça rend les joueurs pas sereins, en fait. Et moins. Là, le chef du bateau, il est. Moi, je suis un peu entre deux dans ce débat. Je pense que ça serait difficile de pas aller dans ton sens sur. Il est très nerveux et il bouge beaucoup sur son banc et qu'il puisse transmettre cette nervosité, je peux pas dire que ça peut pas exister. Ah, c'est le capitaine du bateau. Moi, demain, tu le sais, je suis un grand nerveux. Moi, je suis un impulsif. Demain, on fait un trajet en voiture, tu me vois énervé, comme ça et tout. Je pense que toi, ça va te tendre. Tu peux pas être serein à côté d'un. Selon les personnalités, oui. Certains vont peut-être plus accepter ça plus facilement et peut-être que de par la hiérarchie, de par, comme tu l'as dit, le capitaine de l'équipe, ok, bon, on va l'écouter. D'autres ont pas ce rapport-là, même, j'allais dire cette éducation, mais même, oui, ce rapport-là, on va dire, avec l'autorité. Donc, oui, pour moi, ça peut-être brider certains. Maintenant, de l'autre, puisque tu l'as évoqué, dans le reportage, ne jamais rien lâcher, c'est ça? Ouais, sans jamais rien lâcher. Sans jamais rien lâcher. On voit aussi que cette attitude permet de transcender à certains moments les joueurs. Non, mais il faut pas confondre ça, oui, mais il faut pas confondre. Donc non, c'est pour ça, c'est que je pense que sa nervosité à certains endroits, elle est plutôt positive, même si nervosité peut-être pas le bon terme, peut-être plus engouement ou passion. Peut-être que sa passion, elle est positive. Par contre, oui, si c'est plus cadré et que ça devient excessif, bah oui, forcément, l'acheteur moi, je vais te dire, a un effet sur l'équipe, c'est évident. Moi, comment je le lis, hein, et je pense que c'est son plus gros défaut, et je le partage, et le même, c'est la gestion de l'émotion. Et c'est très important aujourd'hui dans les trucs comme ça, dans les business, dans la gestion d'un club. Si tu n'arrives pas à gérer tes émotions, bah, tu fais des conneries. Je veux dire, Longoria, on a beau dire tout ce qu'on veut. Quand il a tapé en disant machin et tout, c'est une gestion de l'émotion. Et je suis désolé, c'est vraiment un truc qu'il faut absolument pas faire, quoi. Enfin, péter un câble comme ça, c'est un truc que voilà, là j'ai Nasri à le reportage où il dit ferme ta gueule. En fait, c'est tout la même chose. T'es un adulte, t'es plus un enfant, t'as une frustration,
tu dois pas imploser. Et il faut pas confondre ça avec la passion. Parce qu'à Marseille et tout, on peut dire, ouais, c'est la passion, c'est un mec volcanique. Il y a des mecs volcaniques, il y a des mecs un peu énervés, mais qui gèrent leurs émotions. Moi, des Zerbi, je l'ai vu première journée, à 2 doigts de se taper, se mettre sur la gueule avec son adjoint. Ah ouais. Est-ce que tu crois pas que ça influe sur les mecs qui se tapent derrière? Je dis pas que Non, c'est ta faute. sur ça, non, mais ça, je pense que on pose la question, mais elle est un peu, la réponse est un peu implicite. C'est évidemment que ça a un impact et que forcément, être à chaque fois donner le sentiment d'être sur la corde raide et à chaque fois de pousser aux limites, bah oui, ce management-là, il peut s'expliquer peut-être, mais Koné, s'il n'est pas retenu, et Deserbi le premier, ils vont faire un tête-tête. Hein. Et Deserbi, pour le coup, on en a déjà parlé, mais pour moi, je pense pas que ça se termine en tête-tête. Il demande juste des explications à Koné. Il y va pas belliqueux, il y va pas en mode, c'est bon, je vais le défoncer le coach. À 44 ans, il peut mettre un tête-tête avec un joueur. Et ça me dérange. Genre, c'est pas un papa, quoi. C'est pas le mec. Je veux dire, Bielsa, c'est un gars qui pouvait péter les plombs, mais il allait pas faire un tête-tête avec un joueur. Tu vois ce que je veux dire? C'est des mecs, ils ont de leur. Oui, mais alors là, pour le coup, je prends souvent cet exemple-là. Tu penses que Vaïd, il manageait comment? Tu penses que Félix Magath, il manageait comment? C'est des mecs, c'est des anciens militaires. Et ces gars-là, ils ont eu des résultats. Hein. Et non, mais attends, ça c'est la rigueur. Non, mais en fait... attends, un chef de l'armée, il te met pas quand il sort pas de ses gonds. Tu confonds être dur et péter les plombs. Des Zerbi, peut péter les plombs. Et là, les gars en question, tu penses que Vaïd, tu penses que ça partait pas en tête-tête avec Roten à l'époque PSG? Honnêtement, j'y crois pas. Pour moi, c'est pas nouveau. Alors après, oui, là où tu as raison peut-être, c'est que en 2025, c'est plus un management qui est favorisé et que ce fameux respect de la hiérarchie avec l'entraîneur tout puissant qui peut se permettre tout et n'importe quoi, oui, c'est beaucoup moins autorisé et préconisé. Ah ouais, surtout les joueurs, c'est un peu des stars. Mais bon, après, c'est pas non plus, il n'a pas été non plus, comme on l'a dit tout à l'heure. Moi, je te dis qu'il faudrait à l'OM, vraiment. Hein. Parce que parfois, on confond calme et caractère. C'est 2 choses différentes. Il y a des gens qui ont du caractère et qui sont pas calmes, mais il y en a qui ont beaucoup de caractère et qui sont très calmes. Moi, le profil que j'aimerais à l'OM, vraiment, hein, tu vas me suivre, et qui marcherait, c'est un mec comme Arsène Wenger. C'est-à-dire que c'est un mec, c'est un monument du football, et c'était un calme. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que c'est toi qui as plus l'habitude, mais tu penses que ça peut cohabiter sur la durée plus qu'1 an ou 2 ans à Marseille? Ben pourquoi ça pourrait pas parce que c'est pas Marcelinho. Marcelinho, c'est une absence de réaction, c'est un céphalogramme plat. Ça c'est trop. Genre le mec est comme ça qui subit. Mais est-ce que tu crois qu'un Wenger ou un mec comme ça solide sur les appuis il va subir à l'OM? Non, il va pas subir, mais il va pas rester. Il va pas rester. Donc, c'est-à-dire, il t'apporterait peut-être ce que tu dis, c'est-à-dire cette sérénité-là, le temps qu'il va venir. Mais par contre, regarde, moi, je préférais dans l'approche, même si il était trop dans la rigueur, notamment les entraînements, le foncier et tout, je préfère un Tudor qui, en fait, Tudor, il impose, il n'a pas besoin de crier. Tu captes ce que je veux dire? Non, mais Tudor, quoi? Mais parce que Tudor juste par la simple présence, tu penses que ça suffit? Je pense que Tudor, il a utilisé plus d'une pastille pour la gorge parce que justement, il se défonce la voix, il hurle dessus. Pareil, c'est un adjudant, Tudor. Hein. Mais tu le verrais se taper avec son. Oui, franchement, oui. Quand tu vois la description que tu avais fait à Aurélien Chedjou de lui, honnêtement, avant qu'il arrive à l'OM, enfin voilà, et on le voit bien. Là, il s'est adouci depuis qu'il est à la You. Ah, ça y est, là, il a trouvé le puzzle, là, ça y est, il s'est emboîté, là, maintenant, il se tait, il se calme. Bah, moi, j'aimerais des mecs un peu moins fous, quoi. Genre, ou alors fous, mais qui arrivent à gérer leurs émotions. Non, mais ça, par contre, je te suis. Ça, par contre, pour le coup, je vais dans ton sens. Peut-être que un profil, on va dire, moins sanguin, moins impulsif, peut-être plus calme, peut-être c'est ce qui conviendrait. Mais spontanément, j'ai tendance à penser que ce type de profil-là, ça tient pas longtemps. Par exemple, un Franck Hez, qui semble pas être un mec qui manque de personnalité.
Ça reste un gars Non, qui. c'est un bon. Mais est-ce que tu penses qu'un Franck S, ça pourrait rester plus de 2 ans? Moi, je pense pas. De toute façon, il n'y a personne qui reste plus de 2 ans. Et voilà. Donc en fait, on en arrive là, c'est-à-dire que Non, mais là, en fait, on va De finir Zerbi, De Zerbi. il est impulsif et il pète un câble, mais comme globalement tous les autres d'avant, à part peut-être, tu l'as dit, Marcelino et Jean-Louis Gasset. Et là, Jean-Louis, c'est autre chose. Jean-Louis, c'est autre chose. Non, mais je pense que De Zerbi, il y a de très fortes chances, hein, c'est enregistré, qu'ils finissent pas pardon, ils fassent pas la deuxième saison. Merci. Bah, toi, ah oui, carrément, de même pas terminer la deuxième saison. Non, qu'ils fassent pas la troisième saison, pardon. Ah, qu'il fasse pas la troisième. Mais la deuxième, quand même, non, tu le vois quand même. La deuxième, il y a des chances qu'il se barre en plein milieu, moi, je pense. Si on est éliminé de la Ligue des Champions, pardon, etc. Mais surtout, tu vas le dire souvent si je commence une crise d'éternuement, mais surtout, la troisième saison, je le vois pas. Il peut pas tenir comme ça, lui. Non, bah ok. Hein. Non, mais après. Comment, toi, tu le sens pas tendu, le gars? Si, tendu, mais de là, on va dire, à terminer, à pas finir la saison, je pense pas. Et je pense surtout que là, le mercato dont on vient de parler depuis tout à l'heure va lui permettre aussi d'avoir d'autres options, d'autres possibilités. Tu crois qu'il est content, lui, du mercato? Je pense, oui. Alors, sans aller. Il est content d'avoir perdu Rabiot? Perdu Rabiot, oui. Maintenant, après, et on peut pas le dédouaner aussi d'une certaine responsabilité. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est le capitaine. Le capitaine de l'équipe a pas été en capacité de bien gérer l'histoire de son joueur phare. C'est aussi une pierre à mettre dans le jardin de De Zerbi aussi. Hein. De Zerbi peut pas s'en laver les mains en disant c'est pas moi, tu vois. Donc il a aussi ça. Et après, on va dire avec tout l'effectif qui arrive, les défenseurs, les options, je pense qu'il est plutôt content. Et pour moi, je pense qu'on va avoir un gars qui va être un peu plus calme les prochaines semaines. C'est mon idée. Maintenant, qu'on soit bien clair, hein, je te dis pas que ça va être un agneau sur le banc et que il va faire des sourires à tout va. Mais je pense que là, la nervosité que tu as décrite tout à l'heure, rappelle-moi le calendrier. Là. Elle va descendre. Pour moi, ça va descendre. Rappelle-moi le calendrier de la reprise. Bonne chose. Attends, bah écoute, je vais aller le regarder pendant. T'as une idée? Parce que si tu me dis ça, c'est que tu l'as en tête, non? Ouais, j'ai une bonne idée. Ah, t'as une bonne idée. Ah, j'ai peur quand tu me dis ça. Je vois Marseille-Lorient le prochain match. Ouais, ça va, mais après. Après, ça joue contre Nice. Et après. Non, pardon, non. Ça, c'est la quatrième journée. La quatrième journée. T'as Lorient, Paris, Real. Lorient, Paris, Real. Real, Paris, pardon. C'est plutôt pas mal, c'est sympa. La première partie est plutôt abordable. La deuxième me paraît quand même un poil plus compliqué quand même pour l'OM. Ah, si tu prends pas les 3 points à Lorient. Bon, bah là, en gros, ce que tu me dis, c'est que là, si l'OM prend pas les 3 points contre Lorient, il va être encore plus énervé. Ouais, et donc, ça va continuer. Et qu'il y a quand même des gars, et ça, c'est la beauté de l'OM, hein, les médias qui commencent déjà, à RMC pour pas les citer, qui commencent déjà à dire titre l'OM est-il en crise? Voilà. 3 matchs. Toi, juste spontanément, juste pour répondre à leur question, tu dirais quoi? Tu dis que oui, ils sont en crise ou c'est trop tôt? On sera en crise si on perd contre Lorient et que, bon, contre Paris, il y a des chances qu'on perde contre le Real. Et voilà, là, oui, là, ça commence à être chaud. Là. Oui. Mais là, tu parles pas encore de crise. Ça va, t'es quand même un peu mesuré. C'est pas bon. Attends, on a pris 3 points sur 9, c'est très, très mauvais. Mais c'est pas ça une crise, quoi. Une crise, c'est 5-6 matchs contre des adversaires de ton niveau. Donc, et avec quasiment que 80% de défaites. Donc non, le championnat, l'avantage, c'est que voilà, tu bats Lorient, tu te relances. Après, le problème, c'est que on n'en a pas parlé, mais tu sais que c'est eux qui ont voulu mettre très mauvais choix stratégiques, mettre ces équipes-là, les grosses. Pourquoi? Parce qu'il y a la CAN, et au final, ouais, ben d'accord, mais tu le sais que l'effectif, il va pas être au complet. C'est hyper mal joué, hein. Après, c'est un pari que tu tentes. Et là, pour le coup, tu as raison. Pari bien gagnant. Celui-là, il s'avère un peu raté, parce qu'on vient de le dire, une victoire en 3 matchs et 3 points en 9, sur 9 possibles. Oui, parce que là, qu'on se le dise, hein, si on gagne à Lorient, ce qui est possible, on a 6 points, il y a de fortes chances qu'on perde à Paris. Hein. Donc c'est pas énorme, hein, 6 points ça fera 6 points sur 15. C'est
Écoute, on va attendre avant ça. Là, on tranche juste la fin de notre débat. Toi, pour toi, sa nervosité, on est d'accord, elle a un impact sur l'OM. Ouais. Maintenant, est-ce que tu le vois, comme tu semblais le dire tout à l'heure, aller crescendo au niveau de l'énervement, ou tu vois une accalmie chez Roberto? Moi, je vois que c'est de pire en pire, moi. Donc toi, tu vas véritablement sur la thèse. Attention, parce qu'il peut peut-être Ouais, il peut nous péter une durite. il peut nous péter une durite et partir en plein vol. Ok. Ouais. Eh ben, ça laisse des belles perspectives pour les supporters marseillais, tout ça. Et ben, c'est bien sympathique. Mais bon. Eh ben, écoute, merci mon copain. Merci à toi d'avoir participé à ce Mercato Live, bon, spécial OM. On t'attend aussi pour d'autres débats, mais là, j'avoue, c'était trop tentant de pas faire une analyse mercato avec toi, avec tous ces On mouvements. peut faire un spécial Strasbourg, hein, ils ont fait autant de transferts, donc je suis chaud. Ouais, mais alors est-ce qu'on est aussi effectif, on est aussi productif et aussi bon sur l'analyse du mercato? Je sais pas. Ouais, je sais pas. On a déjà commencé un peu à caler sur Vermeeren. J'ai peur que sur les 13 arrivées qu'ils ont fait, ou les 17, on les ait pas. Donc, restons sur ce qu'on connaît. Partons pas trop. Il y en a un qui a fait Lamine Diatta. Lamine Diatta, l'OM, sous l'époque Roland Courbis, tu t'en rappelles? C'est-à-dire, il signe à l'OM, et Laurent Blanc, il s'en va, et Courbis, il revend le joueur sans qu'il ait joué à l'OM à Rennes. Tu te rappelles pas de ce transfert? Très belle anecdote. Roland, il est tout là-haut. Roland, il est tout là-haut sur la photo. Franchement. Magouille, donc, à l'époque, ça n'existait pas. Un mec qui signe, qui joue pas. Il a signé début juillet de mémoire et il est reparti début août. Il a jamais joué. Bah là, ça, c'est les joueurs de l'OM. Les joueurs de l'OM. Ils ont fait ça. Strasbourg, Chelsea, t'as pas vu? Ils leur ont vendu un joueur, 7,5 millions. Et il est reparti à Chelsea 3 semaines après pour être reprêté. Donc si c'est pas de la magouille, ça. Non. Ah non, on sent ça, c'est toute la volonté du joueur. C'est toute la volonté du joueur qui a voulu faire tout ce chemin. Courbis avait dit qu'il revendait Lamine Diatta pour acheter un grand défenseur. Je te laisse deviner qui était le grand défenseur. Ah, c'était quoi? Berizzo. Voilà. Eduardo Berizzo, légende. La légende. Pour les plus anciens, pourront l'avoir, parce que les plus jeunes, ils l'auront pas. Mais Eduardo Toto Berizzo. Voilà. Bravo. Bon, merci à toi. Merci à toi pour cette dernière petite info qui est bien sympa. Et puis, comme je t'ai dit, tu reviens comme tu veux, quand tu veux au FC Copain. Tu sais, t'es à la maison. Et puis, nous, on se retrouve très vite. N'hésitez pas à commenter, liker et partager, parce que c'est ce qui nous donne de la force, c'est ce qui nous donne envie de continuer. Et puis, vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao.